On attend encore quelques instants que les retardataires arrivent. On commencera à 10h05 dans 2 minutes. Il est temps pour nous de commencer le TP. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va commencer. J'espère d'abord que vous avez pu télécharger le fichier ISO que je vous ai demandé de télécharger. Alors, est-ce que vous avez déjà installé VirtualBox? Oui. Oui, monsieur. Oui, on Bon, a tout le monde. l'installation. Ceux qui ne l'ont pas installé, je vous laisse 5 minutes pour installer VirtualBox uniquement. S'il y a des gens qui ne l'ont pas installé, je vous laisse 5 minutes pour l'installer. Bon, c'est facile à faire, c'est suivant, jusqu'à. Oui, monsieur. Ok, parfait. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de créer une machine virtuelle pour Windows 2012 Server. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà utilisé des outils de absolu? Monsieur, vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous avez déjà utilisé des outils de virtualisation? Oui, on l'a fait le S1. On a installé le Ubuntu sur machine virtuelle. D'accord. Est-ce que vous avez déjà utilisé des machines virtuelles? Donc, ça ne va pas être très compliqué pour vous. Alors, on va commencer par. Alors, il faut savoir que VirtualBox, VMware, Sphere, etc., Hyper-V, etc., fonctionnent tous de la même manière. Donc, il s'agira de créer une machine virtuelle, donc un deuxième PC, qui va avoir ses propres caractéristiques physiques que vous allez définir. Une fois que vous avez créé votre machine virtuelle, c'est là que vous allez pouvoir lui installer le système d'exploitation que vous voulez. Alors, on commence par cliquer sur Nouvelle pour lui demander, de préférence, s'il vous plaît, essayez de suivre les mêmes étapes que moi. Donc, essayez de travailler en parallèle. Je vais aller doucement pour vous permettre de travailler en parallèle. Donc, essayez de le faire. Si quelqu'un est en retard ou qu'il n'arrive pas à suivre, qu'il me prévienne, comme ça, je vais ralentir. Alors, vous allez donner un nom à votre machine. Bon. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Hein. Bon, vous pouvez choisir l'emplacement de votre machine virtuelle, donc en fonction de l'espace disque que vous avez sur vos machines. Bon, par défaut, la machine virtuelle sera mise sur votre disque dur C. Si vous jugez que votre disque est saturé, que vous n'avez pas assez d'espace, vaut mieux aller vers une autre partie C. Donc là, vous allez choisir le type, c'est un environnement Microsoft, la machine. Dans mon cas, c'est une 2012 64 bits. Si vous avez une autre version, bon, 2012, vous n'avez que du 64 bits. OK. Une fois que c'est fait, vous allez faire suivant. Donc là, il vous demande de définir la taille de la RAM. Alors, selon vous, quelle est la taille de la RAM qu'il va falloir mettre? Alors, قلنا minimum 4 mégas ما بين 4 و 8. C'est recommandé au minimum entre 8 et 12 gigas. D'accord. Mais ça dépend de notre machine. Voilà, ça dépendra, à vrai dire, de votre machine. Si vous avez, par exemple, une machine qui a 8 gigas, vous n'allez pas pouvoir mettre 8 gigas pour la machine virtuelle.
il va falloir utiliser une taille de RAM qui est largement inférieure. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser pour votre OS au moins 4 gigas pour l'OS, pour travailler à l'aise, donc pour la machine physique. Maintenant, si vous pensez avoir assez de RAM, essayez de mettre 4 gigas de RAM à la machine virtuelle. Maintenant, si vous n'en avez pas assez, vous mettrez 3, 2, donc en fonction de ce que vous avez sur votre machine. D'accord? S'il vous plaît, envoyez-moi sur le chat la taille de la RAM que chacun va affecter à sa machine. Comme ça, j'aurai une idée des capacités. Alors, ce que vous allez m'écrire, par exemple, alors je vais vous envoyer le message. Alors, par exemple, pour moi, host, je ne me rappelle plus. Voilà, je vous ai envoyé un message sur le chat où je vous ai mis host 16 gigas, c'est mon cas. VM, je vais affecter 4 gigas. Donc, chacun de vous fasse la même chose. Que chacun de vous fasse la même chose. Qu'ils me disent, vous avez combien sur le host et combien vous allez affecter à votre VM. Ben Osman, c'est bon. Ben Rahmani, c'est bon. Katia, c'est bon. Messaouden, c'est bon. Pellag, c'est bon. Deboub, c'est bon. Rémi, essayez de descendre à 3, s'il vous plaît. Même Deboub, mettez 3 gigas au lieu de 4. Ali Khouja, mettez 3 gigas. Amran, descendez à 4 gigas. Ne mettez pas 6,5. 6,5, ça va être du gaspillage et vous en aurez besoin pour d'autres machines virtuelles par la suite. Donc, Amran, descendez à 4. Gerd, mettez au moins 1,5. Ali Boutin, descendez à 3, s'il vous plaît. Ocean, remontez à 3. Messaoudi, 3, s'il vous plaît. Debout, vous allez. Bon, vous avez déjà installé. Pour ne pas rester sans rien faire, vous allez installer une deuxième. Anis, c'est bon. Marabet, c'est bon. Debout, vous êtes sous Unix. Bon. Vous savez, vous avez des VirtualBox qui peuvent s'installer aussi sous Unix. Hein. Si Shaib, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit, essayez de suivre avec nous. Noul Huda, descendez à 4. Henny, c'est bon. Henny, vous pouvez descendre jusqu'à 1,5 pour être plus à l'aise. Jahish Iman, c'est bon. Smara, c'est bon. Baraka, expliquez, qu'est-ce que vous entendez par votre phrase? Donnez-moi plus de détails, s'il vous plaît. Ben Merar, c'est bon. Alors, Gozim, mettez 1,5. Eh ben, vous allez devoir faire avec. Ça ira très, Baraka, ça ira très doucement, mais c'est faisable quand même. Alors, vous allez faire suivant. Amran, pas de son. Les autres, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Oui. monsieur. Oui, monsieur. D'accord, monsieur Amran, alors le problème doit être vous.
Alors, pour la création du disque, il vous laisse le choix entre plusieurs approches. Alors, il vous dit ne pas rajouter de disque virtuel, créer un disque dur virtuel maintenant, ou bien utiliser un disque dur virtuel existant. Bon, dans notre cas, puisque c'est une nouvelle machine, donc on va créer un disque dur maintenant. Maintenant, la question qui reste posée, quand est-ce qu'on va utiliser un disque dur déjà existant, selon vous? Si on a déjà un disque dur virtuel qui est D'accord, il y a cette possibilité. Il y a aussi d'autres cas où on va utiliser un disque dur virtuel existant. Salam alaikum. Alors, dans quel cas? Monsieur, peut-être c'est quand on veut faire une migration, là on veut transférer le disque اللي كانوا فيه les préférences تاعنا les paramètres تاعنا ou les données تاعنا. Les paramètres, non. Les données, oui. Par exemple, si vous avez un disque dur qui contient les données, vous voulez créer un nouveau serveur, vous prenez les données, le disque qui fait uniquement la data, vous l'affectez à l'autre serveur. Oui. Il y a aussi cette possibilité. Il y a un troisième cas de figure. si on a le système déjà installé sur un disque dur. Voilà. J'ai le système qui est déjà installé sur un disque dur. Pour une raison ou une autre, j'ai eu un problème au niveau de ma machine virtuelle qui ne veut plus démarrer. Si je sais que le problème n'est pas dans l'OS, mais qu'il est dans la machine virtuelle elle-même, je peux créer une nouvelle machine virtuelle et utiliser un disque déjà existant. Mais dans ce cas de figure, il faut garder les mêmes paramètres de la machine virtuelle. Vous n'allez pas créer de nouveaux paramètres et ramener un système existant. C'est comme, imaginez le cas suivant. Vous avez votre PC qui s'est crashé. Par exemple, la carte mère Tagrat. Vous avez perdu votre carte mère. Qu'est-ce que vous faites réellement? Vous allez ramener une nouvelle carte mère. Si le processeur est intact, vous allez garder le même processeur, les mêmes RAM, etc. Et vous allez prendre l'ancien disque dur, vous allez le brancher. Vous n'allez pas reformater le PC, vous allez le rallumer. Automatiquement, le PC va démarrer, il va détecter qu'il y a des changements de matériel, il va vous afficher des messages. Monsieur, le son s'est coupé. On vous entend Si pas. vous n'avez, Ah, c'est bon, là, voilà le son, monsieur. il vous dit choisissez le type de fichier que vous désirez utiliser pour le nouveau disque virtuel. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation, vous pouvez laisser ce paramètre inchangé. Donc, il vous laisse le choix entre le VDI, le VHD, le VMDK. Alors là, le choix n'est pas très important si on utilise uniquement VirtualBox. Par contre, si on veut y avoir ce qu'on appelle de l'interopérabilité, ça veut dire quoi? Si on veut utiliser ce disque dur virtuel avec d'autres plateformes de virtualisation, là, on sera amené à utiliser d'autres formats de fichiers. Par exemple, si je veux utiliser avec VMware, il vaut mieux utiliser un format VHD. Mais bon, dans notre cas, comme on va y travailler que sur un seul outil et que l'interopérabilité n'est pas importante pour nous, on va garder le format VDI, on va mettre suivant. Alors, par la suite, il vous demande de choisir le stockage sur disque physique. Là, il vous dit, est-ce que vous voulez avoir un dynamique alloué ou une taille fixe? Alors, selon vous, c'est quoi la différence? Monsieur, si on lui donne une taille fixe, par exemple نعطيو 10 جيجا ما نقدروا نخدموا هذيك 10 جيجا شغل اون فوالا كونداني باش تكون هذيك الفيرتوال بوكس مي كي نكونوا ديناميكمون الوي بالك نقولوا له نقدر نعطوك 10 ولا 15 جيجا مي او فيغ ا ميزور اللي تبدا تخدم بهم ما تديهمش تكوندانيهم ديرهم. Effectivement. Alors, comme l'a si bien dit votre camarade, alors la différence, où est-ce qu'elle réside? Imaginez que vous lui dites, voilà, moi je veux un disque dur de 50 gigas. Si vous dites, je veux une taille fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au démarrage de votre PC, de votre machine virtuelle, il va créer un fichier qui a une taille de 50 gigas et il va occuper 50 gigas d'espace sur votre disque dur depuis le départ. Même si au niveau du disque dur, vous n'occupez qu'un seul méga. Lui, il va occuper les 50 gigas, il va se les accaparer, il va vous dire, à des 50 gigas, c'est un fichier qui existe, il va les consommer. Par contre, si vous lui demandez, moi, par contre, je veux faire une allocation dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, la taille maximum de votre disque dur sera de 50 gigas, mais réellement, l'espace physique occupé ne sera pas de 50 gigas.
il n'occupera que l'espace qu'il va utiliser. C'est comme si vous aviez, par exemple, un fichier .txt. Le fichier .txt, quelle est sa taille réelle? La taille réelle dépend du nombre de caractères que vous allez mettre dans le fichier. Plus vous écrivez dans le fichier, plus le fichier va être extensible. Ça veut dire quoi? Plus j'écris des données, plus il va y avoir de l'espace qui sera occupé sur le fichier. Donc là, c'est le même principe. Le fichier du disque dur, votre disque dur virtuel va démarrer avec 0 octet. À chaque fois que vous allez le remplir, il va commencer, si vous voulez, à se remplir jusqu'à atteindre la taille limite que vous allez fixer. Par exemple, dans notre cas, on a parlé de 50 gigas. Donc, jusqu'à atteindre les 50 gigas, c'est à ce moment-là qu'il va vous dire, c'est bon, le disque dur est saturé, il a atteint les 50 gigas, on ne peut plus occuper plus d'espace dans la mémoire. Alors, selon vous, laquelle des deux approches vous allez utiliser sur votre machine maintenant? Est-ce que taille fixe ou dynamique allouée? Dynamique. Pourquoi? C'est plus optimisé, non? Tout simplement, vous allez utiliser la dynamique pour ne pas saturer votre disque dur. Vous imaginez, vous allez occuper 50 gigas d'espace de votre disque dur sans réellement les utiliser. Donc, généralement, on utilise toujours la dynamique allouée, sauf dans certains cas bien particuliers. Alors, les cas particuliers où on n'utilise pas le dynamique alloué, c'est par exemple quand je sais que j'ai plusieurs machines virtuelles et que j'ai du mal à gérer l'espace de mes disques, parce qu'imaginez que j'ai, par exemple, 7 Tera de disque dur, et j'installe plusieurs machines virtuelles et j'utilise, disons, beaucoup de swapping sur mes disques durs. Donc, pourquoi est-ce que je vais lui dire, je veux une taille fixe? Parce que j'ai peur que si je ne prends pas la taille fixe dès le départ, il va y avoir d'autres processus qui vont occuper l'espace et que le jour où ma machine va devoir étendre son espace, elle ne trouvera plus d'espace. Donc, je lui réserve son quota et je dis, ce quota est réservé à cette machine, personne d'autre ne peut l'utiliser. Donc là, on laisse sur dynamiquement alloué et on fait suivant. Alors, là, il va vous dire, veuillez saisir le nom du disque. Bon, généralement, on ne le change pas, peu importe. Il vous demande la taille du disque dur. Bon, dans notre cas, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 50 gigas. On pourra se limiter à 25, voire même 20. À vrai dire, faites-le en fonction de l'espace que vous avez. Ne descendez pas en dessous de 20 gigas. On va laisser, personnellement, je laisse à 25. Vous pouvez descendre jusqu'à 20, voire 18 gigas si vous n'avez pas assez d'espace. Ensuite, on va lui faire créer. Et là, automatiquement, il a déjà créé votre machine virtuelle. Seulement, la machine virtuelle que vous venez de créer n'a pas de système d'exploitation. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, même si je la démarre maintenant, alors je vais la démarrer tout de suite. Pardon. Si je lui fais un démarrage maintenant, ça prend un peu de temps parce que j'ai beaucoup de processus qui sont déjà ouverts.
Elle va démarrer avec le fichier ISO de notre installation. Alors, pour qu'elle puisse démarrer avec le fichier ISO de notre installation, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des paramètres? نروحوا للستوريج هذاك من بعد تيكون كاين وين سيرفر D'accord. ولا الاساس تاعنا بوان في دي اي Mhm. كليك نخيروا ليماج ايزو هذيك هي اللي ديماري بها نديروها هنا في VDI ولا نديروها في الليكتور DVD? هذاك اللي تحته امبتي هذاك D'accord. Donc, on doit la mettre au niveau du lecteur DVD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là, au niveau de votre machine, vous savez quoi comme j'ai un disque dur. Là, vous avez le contrôleur SATA. Est-ce que vous savez tous c'est quoi le contrôleur SATA? Un contrôleur SATA, vous l'avez déjà au niveau de votre machine physique. Le contrôleur SATA, c'est tout simplement le contrôleur qui va gérer l'échange avec les différents disques existants sur la machine. Donc, vous avez un disque dur physique, deux disques durs physiques, un lecteur DVD. Donc, c'est lui qui va gérer les entrées et sorties avec ces différents supports. Donc, on va aller sur le disque sur notre lecteur DVD qui est vide parce que vous n'avez rien. Et là, vous allez cliquer ici, il va vous dire vous avez les ports, etc. Donc, on va cliquer sur le lecteur qui est à ce niveau-là sur le cercle. Et là, vous avez un choix entre plusieurs options. Donc là, il vous donne les choix que vous avez déjà utilisés. Il vous dit, est-ce que vous voulez utiliser le lecteur de l'hôte? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez utiliser le lecteur DVD de votre machine physique? Est-ce que vous voulez choisir un fichier disque? Ou bien est-ce que vous voulez choisir ou créer un fichier optique? Le fichier optique, généralement, c'est les fichiers ISO. Donc là, c'est à vous de choisir. Alors, vérifiez d'abord l'emplacement de votre fichier ISO. Attendez, je cherche mon fichier ISO, où est-ce que je l'ai mis? J'ai le chemin de mon fichier ISO. Donc là, tout simplement, je vais choisir un fichier, Choose File. Et là, je lui donne le fichier ISO que j'ai. Donc, je clique sur mon fichier et je lui demande d'ouvrir. Et là, automatiquement, il vous donne le chemin qu'il a choisi. Donc, image de stockage, 4,28 gigas, et il me donne le chemin du fichier ISO que j'ai choisi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire OK. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Là, vous remarquez au niveau du stockage, il va vous afficher le chemin du fichier que vous avez choisi. Par la suite, vous allez pouvoir démarrer votre machine. Et automatiquement, elle va démarrer à partir de votre lecteur DVD. Alors, la machine, quand elle va démarrer, il va vous afficher le message suivant. Il vous dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir démarrer à partir du lecteur Hot E? Pourquoi? Parce que tout simplement, le lecteur Hot E, vous lui avez affecté le fichier ISO, donc je lui dis oui, démarrer. Je vous ramène la fenêtre qui vient de s'afficher, puisqu'elle s'est affichée sur notre écran. Attendez. Voilà. Donc, vous avez la fenêtre suivante qui s'affiche. Ah tiens, système. Je pense que je me suis trompé de fichier ISO dans ce cas-là. Attendez. ماشي كون جو شوازي مكتوب كاين هوست درايف هذاك ولا كاين ويندوز سيرفر جو نخير ما فيها Il y a Windows Server. هذاك Attendez une seconde.
Ah, l'appareil affecté. Ce que je fais. Alors, automatiquement, il va commencer le chargement des fichiers à partir du fichier ISO pour commencer l'installation. Alors, pour ce TP, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Bon, j'espère qu'on aura assez le temps de le faire jusqu'à 10 heures. Donc, à vrai dire, on est censé faire plusieurs types d'installations. Donc, on va commencer par faire ce qu'on appelle un déploiement de Windows 2012 Server, le plus normalement du monde. Ensuite, on va essayer de faire ce qu'on appelle une installation en mode serveur core, donc ce qu'on avait vu en cours. Ensuite, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer le serveur en utilisant le PowerShell. Donc, il va y avoir, si vous voulez, 3 grosses manipulations à faire. Malheureusement, les installations, ça prend du temps. Donc, le temps estimé pour l'installation déjà de Windows 2012, c'est à peu près 70 minutes. Monsieur, Oui. si je me permets, qu'est-ce qui prend 70 minutes l'installation? Alors, vous avez la copie des fichiers déjà. Vous allez avoir la configuration, les redémarrages. Donc, tout ça, ça prend du temps. تسمى monsieur normal ناكسيديو لا ماشين تاعنا فيرتوال هادي ندخل ويندوز سيرفر مازال دي d'autres trucs à configurer Oui, etc. il y a d'autres trucs à configurer, bien sûr. D'accord. Alors, le premier écran, il vous demande tout simplement de choisir la langue avec laquelle vous allez installer, le faisceau horaire et la disposition de votre clavier. Si vous avez des dispositions différentes, modifiez, mais sinon, dans l'absolu, je pense que vous avez pour la plupart des claviers AZERTY, donc vous gardez le français. Le format monétaire et horaire, bon, généralement, je les garde par défaut. Donc maintenant, si vous voulez changer, rien ne vous en empêche. Alors, par la suite, vous cliquez sur installer maintenant, tout simplement. Vous avez la possibilité de faire réparer l'ordinateur. Alors, si vous faites réparer l'ordinateur, bon, ne le faites pas parce que, bon, je serai obligé de refaire. Vous avez l'option de dépannage ou d'éteindre votre PC. Si vous rentrez dans l'option de dépannage, vous pouvez rentrer en invite de commande pour utiliser des commandes de basique pour essayer de restaurer des fichiers système que vous avez perdus ou bien de copier des données. Ou bien vous allez essayer de récupérer une image système que vous aviez déjà. Parce qu'il faut savoir, quand on installe un serveur, on configure ce qu'on appelle des processus de sauvegarde et de restauration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut configurer le serveur pour qu'il puisse sauvegarder ses données et l'état du système, par exemple, chaque semaine. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Un serveur, c'est quelque chose d'important. Il va contenir des données importantes. Donc, pour éviter de perdre toutes ces données en cas de corruption du système ou bien en cas de crash du serveur, on configure ce processus qu'on appelle processus de sauvegarde et de restauration. Comme ça, si jamais il y a un crash, on peut demander à notre serveur tout simplement de redémarrer à partir d'une ancienne image qui, elle est en bon état. Bon, là, je reviens en arrière. Bon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'éteindre mon PC, de redémarrer et de faire mon installation le plus normalement du monde.
Monsieur FLTP, on devra seulement installer Windows Server ou là, on devra aussi installer des machines virtuelles et faire Windows. À vrai dire, tout dépend, des TP. Les premiers TP, on n'aura que Windows Server, mais par la suite, on sera obligé d'avoir deux serveurs. Ou des fois, on sera obligé d'avoir un serveur et un client. C'est pour cela que vous allez travailler en binôme. Donc, on va brancher les machines entre elles via un câble réseau. Il y aura parce que je sais que certaines d'entre vous n'ont pas assez de mémoire pour avoir deux machines, voire trois machines sur la machine physique. Donc, vous serez obligé de travailler en binôme. Alors, pour Mademoiselle Fellag, quand la machine démarre, elle va vous donner le choix entre eux, etc. Choisissez directement le fichier ISO. Ça va résoudre votre problème. À vrai dire, l'installation, on ne la fera que lors du premier TP. Les autres TP, on ne va pas s'amuser à installer à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Donc là, on avait fait suivant. Et là, on va faire directement installer maintenant. Alors, là, il vous demande quelle version est-ce que vous voulez installer. Bon, dans mon cas, je vais demander tous. Si vous avez la même version que moi, essayez de demander la version suivante. Alors, là, vous remarquerez qu'il me donne le choix entre Windows Server 2012 standard, installation minimale, et installation avec interface graphique minimale et interface graphique. L'installation minimale, c'est ce qu'on avait appelé en cours l'installation Core. Donc, pour cette installation, on va essayer d'installer la version avec interface graphique. Donc, vous cliquez sur version d'évaluation de Windows 2012 R2, Data Center Server avec interface graphique, et vous faites suivant. Évidemment, vous avez le fameux contrat. Alors, monsieur Etras, si on vous propose le 2016, c'est que vous avez téléchargé la version 2016, tout simplement. Vous n'avez pas téléchargé la version 2012. Je vous ai dit télécharger le fichier ISO Windows 2012 R2. Mais bon, ça ne gêne pas, donc vous pouvez toujours installer 2016. Il y a quelques petites différences mineures. Par contre, il y aura certaines manipulations que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc là, suivez avec nous. Par la suite, refaites les étapes en utilisant du 2012. Ensuite, quand vous faites suivant, il vous donne le choix entre faire une mise à niveau ou bien installer uniquement Windows, donc ce qu'on appelle une installation personnalisée. Dans notre cas, ce n'est pas une mise à niveau parce que tout simplement, on est en train de commencer à zéro. Donc, nous n'avons pas de système qui existe déjà. Donc, on va faire personnaliser. Bon, là, il me dit, voilà, j'ai un espace non alloué de 25,8 gigas. Donc, là, ce qu'on va faire, on va essayer tout simplement de partager notre disque dur en deux parties. On aura besoin d'un lecteur principal et d'un lecteur secondaire pour la suite DTP. Donc, je lui fais nouveau. Et là, je choisis l'espace que je veux pour cette partition. Bon, pour la partition système, je vais utiliser 20 gigas. Bon, c'est pas important de laisser beaucoup d'espace pour la deuxième partition. Vous pouvez laisser, ceux qui n'ont pas pris beaucoup d'espace, c'est 1 giga pour la deuxième partition et le maximum pour la partition système. Bon, par exemple, dans mon cas, j'ai 25 gigas, je vais utiliser 23 gigas pour la partition principale.
Vous faites appliquer. Alors, vous remarquerez que vous allez avoir votre partition que vous avez créée. Dans mon cas, c'est 22 gigas parce que je vais laisser 3 gigas, donc il ne reste que 2,9. Et à 350 mégas, c'est une partition que le système va créer et qui sera réservée au système d'exploitation pour tout ce qui est indexation et autres. Bon, vous pouvez demander à ce qu'il formate la partition quand vous pouvez ne pas le faire. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que lui, par défaut, il va le faire par la suite. Ensuite, vous faites suivant, il va entamer la copie. Monsieur, Oui, par rapport à l'installation, machine de Windows Server, de Unix هذاك, j'ai essayé d'installer Linux هذا sur une machine virtuelle, un autre PC ماشي اللي نخدم به دركا, mais ما حبش يتستالا شغل, درت لي تقع بالعقل. واش حبيت دير؟ جي با كومبري. انستالي لينكس في ماشين فيرتوال كما درنا في الاس ان تاعنا باش داكور. ماشين فيرتوال, مي بصح نورمال شغل ندير لي زيتاب, ندير الايزو كذا, تيليشارجيت اوبنتو هذاك و اها ما ينفعلي شغل كي نبدا ندخل باش نكونفيغوري, ما يمدليش لا مان باش زعما جو في ما نقدرش ندير كيما حنا كي دخلنا في كونفيغوري خيرنا هذاك الايزو. باغ اكزومبل تقع بالعقل. باغ اكزومبل tu voulais installer Ubuntu. كيما هنايا. هنا j'ai installé par exemple Ubuntu sur une machine virtuelle. Le problème اللي صار لك c'était quoi? C'est كي تدخل هنايا par exemple configurer. وي D'accord, donc ça démarre. باش تخير الفيشي ايزو ديالك ما يعطيكش لا مان. وي شغل كامل هذيك الانترفاس ما نقدرش نكليكي باغ اكزومبل يدير لي هكذا كيما تحت مكتوب بارامتر انفاليد ديتيكتي ومن بعد يقول لك هاك سي بار. La question que je te pose, quand tu as créé la machine virtuelle les سميتها Ubuntu, tu l'as téléchargée ou là tu l'as créée intérieure? Comment ça télécharger le créer? Parce qu'on peut télécharger la machine déjà prête. Toi, tu as téléchargé une machine prête ou là c'est toi qui voulais la créer? Non, c'est une nouvelle création. شوف كي دير nouveau هنايا تبعني كي دير nouveau. Tu as choisi par exemple كي دير هنا nouveau, tu as donné le nom, هنايا tu as choisi Linux directement. وهنا tu as choisi le système ديالك Ubuntu, c'est ça? Oui. ومن بعد date suivant, tu as choisi la taille de disque, tu as tout choisi, tu as هذه كملتها normalement. Oui. ومن بعد quand tu as créé la machine, tu es rentré ici باش تدخل paramètres ما عطاكش la main. Oui, mais ما مديش لا مان باش نموديفي quoi que ce soit non. Oui. Non, est-ce que تقدر تكليكي على configuration ولا وي تاع configuration نقدر ندخل صح. باش هنا تقدر تدخل في configuration. وي صح. كي تروح هنا ستوكاج تقدر تدخل. نورمالمون هنا اللي كان يدخل لي وي ثاني نقدر ندخل في صح. كي تروح هنا sur vide lecteur DVD, est-ce que تقدر تعطي له الشيما تاع الفيشي ايزو ديالك؟ وي صح. كي عطيت له الشيما tout a validé ومن بعد كي تجي لهنا pour démarrer la machine virtuelle واش يافيشي لك؟ باش فاليدي كي نحب ندير اوكي هذاك ما كاش شغل ما نقدرش. Si vous voulez, je vous joins une image avec un mail. ابعث لي un mail avec une image, je pourrais te répondre. D'accord, Inch'Allah. Donc, معاك نكملوا la séance, Inch'Allah, je vous enverrai le cas تاعي. Non, ابعث Doka, parce que Doka, on va rien faire. J'attends qu'il finisse au moins la copie. Donc, tant que ma la copie, on va pas avancer. ابعث لي le mail Doka, je vais le voir. D'accord. Je récupère la photo. J'avais le même problème sur mon ordinateur, mais sur Windows 7. بعد كي درت له Windows 10 genre هذاك البروبليم ما ولاش يجيني. Sauf le problème est indépendant de l'OS. Parce qu'il faut savoir que la virtualisation ne dépend pas de l'OS, à vrai dire. Même avec Windows 7, tu pouvais créer une machine virtuelle Linux sur un système normal. À moins que ce soit avec Windows 7 un problème entre les versions 64 et 32 bits.
Ton Windows 7, c'était un 64 ou là, un 32? Non, c'était 64. Bizarre, parce que normalement, le problème ne se pose pas. À moins que c'est un problème de virtualisation globale. Je t'explique. Le problème de virtualisation globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du BIOS, il faut configurer le type de virtualisation qui est supporté par ton système. Parce qu'il faut savoir que maintenant, il y a ce qu'on appelle la virtualisation matérielle et la virtualisation software. Peut-être que c'était le problème que tu avais. Parce que j'avais un problème avec Windows 7, je ne pourrais pas te répondre. Il faut voir de plus près c'est quoi le problème pour pouvoir le résoudre. Échec de l'ouverture de session. Alors, vous avez, d'après votre capture, vous avez un problème au niveau du BIOS. Hein? Parce qu'il est réglable. Il est réglable, oui. Vous devez aller vers le BIOS et vérifier est-ce qu'il supporte votre machine, la machine de votre binôme supporte le mode VTX. Si elle supporte le mode VTX, il suffit uniquement d'aller et de l'activer au niveau du BIOS et le problème sera réglé. C'est le problème de virtualisation matérielle vs virtualisation logicielle. Est-ce que vous avez une idée comment je pourrais l'activer? Parce que je me souviens, on a téléchargé الحاجات قلنا بلي enabled شغل بلا activé. شوف il n'y a rien à faire. ادخل في البيوس حوس تلقى في je sais pas il a quoi comme machine هو؟ quelle marque؟ جاب لي ربي مكتوب هنا جاب لي ربي دال. Si c'est un Dell, qui te trouve le BIOS, le Dell عندك normalement un onglet virtualisation. L'onglet virtualisation. je viens de me souvenir. Même HP normalement il y a un onglet processeur, la virtualisation, c'est là-bas que tu vas choisir. Ah, d'accord, je vais l'activer. Tu l'actives. Maintenant, tout dépend de sa machine. Est-ce qu'elle est activable ou la tanette? Parce qu'il y a des machines, il y a des anciennes machines où elles ne supportent pas ça. Dans ce cas-là, si sa machine ne supporte pas, il faudra aller voir la documentation sur le site HP. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un update à le BIOS Diallo? S'il y a une possibilité de faire l'update à le BIOS, il va falloir upgrader le BIOS. Ah, d'accord. هي normalement c'est une machine plus ou moins potable يعني ماشي زعما non, potable ou pas potable. Est-ce que quelle génération? Avec un exemple, chef. Actuellement, tu vas trouver sur le marché des machines et qu'on dit machine là, bon prix, fait un processeur, c'est un i7. Oui. Mais les gens, ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'i7, c'est quelle génération tu as l'i7? Est-ce que c'est la 4e génération, 5e, 6e, 7e génération? Ah ben, comme on a la 11e génération maintenant, tu as les processeurs. Oui. Je comprends ce que donc, les gens, ils ont processeur i7, 4000, référence 4000 quelque chose, ils font un i7. On va dire, ben oui, c'est normal, la 4e génération, la 11e génération. Donc, il y a la 4e génération. C'est normal qu'il y a certaines fonctionnalités de virtualisation avancées et tout que tu ne trouveras pas. Parce qu'à l'époque, elles n'existaient pas. C'est pour ça que je dis qu'il trouve les potables ou pas potables, ce n'est pas un argument. C'est un i5 7e génération, normalement. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire, il faudra vérifier la machine. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand vous achetez une machine, faites attention. Il est préférable d'acheter un i3 de 10e génération que d'acheter un i7 de 3e génération. Bien sûr, oui. Mais les gens, là, i7 من i3. Je parle d'informaticien, je parle d'informaticien. Personnellement, j'ai opté pour un AMD Ryzen qui شريت بي سي تاعي ما نحبش نروح للانتل. Ça dépend واش من AMD Ryzen تانيت. Ryzen 5 3600. D'accord. 3600G. C'est bien. Voilà, petite anecdote. Ok, donc quand tu es pour ton binôme, le problème est réglable au niveau du BIOS. D'accord, merci. On va essayer de checker les BIOS. Au pire des cas, lors du prochain TP, on peut le voir ensemble. On a dit au pire des cas. Je préfère qu'on le voit ensemble, pour ne pas sauf c'est très simple. Tu désactives le BIOS, la machine ne risque rien.
C'est des options que tu peux activer, désactiver. Même tu actives le BIOS, ça ne marche pas, tu utilises le BIOS, tu désactives ce que tu as activé. Il n'y a aucun risque sur la machine ou sur l'OS. Au contraire, essayez de le faire seul, vous allez apprendre des choses. انا بور مو كي نشوف بيوس هكذا شغل نقول بالك شنو نخاف نديرها في على بالك كي كنت اتيديون شحال من بيسي حرقت ولا ما على بالكش؟ مسيو باش الواحد يسبروكيور ان بيسي ثاني سي با ايفيدون. Oui, bon. Alors, bon, on reprend si vous. Non, bon, à l'époque, on avait la possibilité de faire ce qu'on appelle l'overclocking dans le processeur. Ça veut dire booster le processeur de manière physique en modifiant les jumps à la carte mère. Oui. Mais il fallait le tester au risque et péril du processeur. Bon, revenons vers l'essentiel. Alors, là, normalement, c'est bon, tout le monde est arrivé à cette étape. Est-ce que vous êtes tous au même niveau? Alors, Ben Osmani. Ali Khoujar, c'est bon? C'est bon. Alors, Jahish Iman, est-ce que vous êtes avec nous? Iman? Iman Jahish. Iman Jahish, ne dites pas que vous êtes parmi ceux qui connectent leur machine, après ils vont aller faire le ménage. Ah, vous êtes là. Ok, parfait. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de taper un mot de passe pour le compte administrateur, s'il vous plaît. Ne faites pas comme vos camarades des années précédentes. Rappelez-vous de votre mot de passe. Maintenant, le prochain TP, monsieur, on a oublié qu'est-ce qu'on avait fait comme mot de passe. Alors, pour que le mot de passe soit accepté, il faut savoir qu'au niveau des serveurs, on exige une certaine robustesse du mot de passe. Qui dit robustesse veut dire tout simplement que le mot de passe doit respecter certains critères de complexité. Alors, les critères de complexité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mot de passe doit contenir des caractères alphabétiques. Il doit contenir des chiffres et des caractères spéciaux. En même temps, les caractères alphabétiques, il va contenir des minuscules et des majuscules. Donc, vous devez imaginer un mot de passe qui va contenir tout ça. Généralement, pour le TP, on essaie d'utiliser un mot de passe standard. Alors, le mot de passe standard, ça va être quoi? P majuscule, arrobas, 2S, W, 0, RD. Pour dire écrire password d'une manière un peu différente en respectant les différents critères. Donc, nous avons la majuscule, nous avons le caractère spécial, nous avons les minuscules, nous avons le chiffre. Si vous avez peur d'oublier votre mot de passe, utilisez ce mot de passe. Bon, je vais vous le copier ici. Ça va vous simplifier un peu la vie. Bon, si vous avez peur de vous être trompé, vous pouvez visualiser votre mot de passe. Bon, je me suis trompé. Donc, P majuscule, arrobas, 2SW, 0, RD. Une fois que c'est fait, vous tapez terminer. Alors, une fois que vous êtes à ce niveau-là, ça veut dire que votre machine, elle est prête. Donc, vous devez utiliser Alt, Contrôle, Supprime pour vous connecter. Alors, il faut savoir qu'avec VirtualBox, si vous allez faire Alt, Contrôle, Supprime, c'est le Alt, Contrôle, Supprime qui va être activé au niveau de votre machine. Donc, ça va activer le Alt, Contrôle, Supprime de la machine physique. Donc, vous avez deux manières de le faire. Soit vous appuyez Entrée, etc. Soit vous utilisez la touche Contrôle droite avec la touche Supprime
donc la touche Delete, pour simuler le Alt Control Supprime. Donc je répète, soit vous allez vers Entrée, clavier, et vous cliquez ici, soit vous appuyez sur la touche Control qui est du côté droit, avec la touche Delete, et ça représente Alt Control Supprime. Une fois que c'est fait, tapez votre mot de passe, donc soit celui que je vous ai donné, soit celui que vous avez choisi vous-même, et vous appuyez sur Entrée. Alors, ce qui s'affiche là, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire de serveur, communément appelé le tableau de bord de gestion de votre serveur. Alors, vous remarquerez que vous avez un tableau de bord qui vous permet d'accéder à toutes les informations relatives à votre serveur, notamment aussi à toutes les actions que vous allez pouvoir accomplir sur votre serveur. Donc, ce qu'on va commencer par faire, donc on est dans le gestionnaire de serveur. On va essayer de changer le nom de notre serveur. Donc, on va cliquer sur le nœud d'abord serveur local pour voir quel est le nom déjà de notre serveur local. Alors, on voit qu'il y a un nom de serveur qui est généré de manière aléatoire. Qui dit généré de manière aléatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, à aucun moment, nous n'avons donné un nom à notre serveur. Ça veut dire que c'est la machine qui a choisi un nom aléatoire à donner au serveur. Donc, par exemple, là, nom de l'ordinateur, il s'appelle chez moi Win2ARM8A Co, etc.
Bon, dès que mon serveur la machine va se stabiliser. Je vous demanderai de cliquer sur le nom du serveur qui a été généré aléatoirement. Voilà. D'application avancée. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, s'il vous plaît, cliquez sur le nom de l'ordinateur. Alors, dès que vous cliquez sur le nom de l'ordinateur, vous allez avoir une boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, sur la boîte de dialogue, vous avez un onglet qui porte sur le nom d'ordinateur. On va cliquer sur Modifier. Alors, pour qu'on se mette d'accord sur une convention. Alors, les noms d'ordinateur, comment vous allez appeler vos machines? Pour qu'il n'y ait pas de conflit par la suite au niveau de la salle, parce qu'on sera amené à créer des réseaux par la suite. Alors, ça va être la première lettre du nom, tiré du 6, première lettre du prénom, tiré du 6, ensuite, vous rajoutez, comment on appelle ça? Votre classement dans la liste. Vous avez la liste des étudiants. Vous rajoutez votre numéro dans la liste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, première lettre du nom, tiré du 6, première lettre du prénom, classement dans la liste. Monsieur, les lettres majuscules ou la minuscule? Vous êtes libre, faites comme vous voulez. Ah d'accord, je crois que je fais la différence. Ça fera plus beau en majuscule. Et envoyez-moi, s'il vous plaît, par messagerie ce que vous avez mis. C'est le classement dans la liste d'Aoun Seb, parce que je me souviens pas. La liste à les étudiants, vous avez la liste. Tu as les groupes et tout. Bah, tout comme. C'est Oui. quatre premières lignes, deuxième ligne, troisième ligne. C'est tout. Ah, d'accord. Parce que là-dedans, on aura un nombre, un chiffre unique pour chacun. Par exemple, j'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer, c'est AM6.
Automatiquement, alors si je prends mon cas, je figure pas sur la liste, donc je suis sur la ligne 0, tout simplement. Automatiquement, dès que vous allez faire OK, il va vous demander de redémarrer la machine. Vous allez appuyer sur OK. On va faire fermer et on va lui dire redémarrer maintenant, puisqu'on n'a rien d'autre. Donc, de la même manière, vous vous reconnectez. Et je vous demanderai par contre cette fois de me changer ce qu'on appelle time zone, donc le faisceau horaire. Pour mettre un faisceau horaire qui correspond à celui de l'Algérie. Je vous laisse 2 ou 3 minutes pour le faire. Ensuite, je le ferai moi-même. Donc, je répète, je vous demande de changer le faisceau horaire pour mettre le faisceau horaire de l'Algérie, tout simplement. Donc, du pays dans lequel vous êtes. واش حنا سي UTC plus 1 ولا شحال
plus au UTC plus 1. Attendez, il y a quelqu'un qui me dit que vous avez un autre TP maintenant. Je croyais que vous aviez un TP avec moi de 10h à midi, non? Les emplois du temps ont changé pour aujourd'hui, Mariam, non? Attendez que je vérifie ce que vous m'avez envoyé. Parce que là... Ah, c'est 1h30, c'est pas 2 heures. Attendez, là, j'arrive pas à suivre. C'est 1h30. Ok, bon, je vous libère maintenant alors. Bon, vous trouverez l'énoncé du TP sur le... Comment dirais-je? Sur le site web. Essayez de finaliser le TP par vous-même. Et je vous dis bon courage et on se voit lors du cours de mercredi, Inch'Allah. Bon courage à tous.